Alors, bonjour à tous, je vous remercie de vous être connectés. C'est notre dernier observatoire des marchés à Suresnes. Nous sommes à la Tour Eiffel. Non, sur l'Arc de Triomphe. Ce qui ne changera rien, pour le webinaire. Donc, moi, je vais vous faire, comme d'habitude, un petit point sur le marché et puis sur les 4 mois de 2024. Et après, Franck prendra le relais pour vous présenter les objectifs de CO2 en Europe et il fera un point aussi sur les véhicules électriques pour trois groupes, c'est ça? Alors, n'hésitez pas à intervenir, les micros sont ouverts, vous pouvez poser des questions. Le but, c'est d'avoir de l'échange, même si vous n'êtes pas avec nous. On sera ravis de pouvoir discuter avec vous. Tout d'abord, je vais vous faire un petit point macro avec les perspectives de l'économie mondiale. Donc, elles n'ont pas forcément beaucoup bougé. Et pour 2024, le FMI prévoit 3,2% de croissance, la même chose que pour 2023 et prévoit également la même chose pour 2025. Clotilde, excuse-moi, est-ce que tu partages des choses à l'écran? Parce que là, j'allais le dire. Oui, je partage. Ben, on ne voit pas. Non. Ah, merci Christina. Merci. C'était pour voir si en ligne vous suiviez. Effectivement, il y en a une qui suit. Donc, je recommence. Parfait, on voit. Mon ordinateur ne veut pas partager un diaporama. Si, c'est bon. Voilà, donc comme je disais, donc les prévisions de croissance du FMI donc pour 2024, donc 3,2% au niveau mondial, donc pareil que pour 2023 et 2025. On a quand même pas mal de disparités en fonction des régions. Les pays avancés ont une croissance plus faible que les pays émergents. Aux États-Unis, on devrait avoir en 2024 une croissance un peu plus élevée que 2023, avec 2,7%. Pour la zone euro, on est à 0,8% seulement pour 2024, donc une reprise lente. C'est ce qui est dû aussi à l'inflation qui a beaucoup impacté la zone euro. Vous avez le détail pour l'Europe sur le tableau du dessous. Donc l'Allemagne, qui était en récession en 2023, devrait passer à 0,2% seulement de croissance en 2024. En France, 0,7%. Après, il y a des organismes qui prévoient un peu plus de croissance pour la France. On devrait tomber peut-être à 0,9%. Certains disent 1% pour les plus optimistes. C'est l'Espagne où on devrait avoir une croissance meilleure pour 2024 avec 1,9% en 2024 et 2,1% en 2025. Et donc, à côté de ça, vous avez donc les pays émergents, donc la Chine, même si elle nous avait habitués à des croissances beaucoup plus élevées à 2 chiffres, devrait être en croissance seulement de 4,6% en 2024, ce qui est un peu dû à tout ce qui est sa finance et puis l'immobilier qui est assez compliqué en Chine cette année. Et donc, c'est l'Inde qui devrait avoir le plus de croissance avec 6,8% en 2024. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'inflation baisse en général au niveau mondial, donc ce qui devrait permettre effectivement les investissements et la reprise de la croissance. Si on regarde l'évolution justement de l'inflation en Europe, le taux d'inflation dans la zone euro est à 2,4%. Pour rappel, il y a un an, elle était de 7%. Donc, il y a quand même pas mal de pays qui sont à 2,4%. Donc, on a quand même une inflation en baisse. Si vous regardez d'ailleurs l'évolution sur le graphique en bas à droite, on voit très bien que le pic était en fin 2022 et que depuis, l'inflation est en baisse. C'est en glissement annuel, parce qu'en avril, là, c'est quoi? Oui, c'est en glissement annuel. Sur 12 mois? Oui. On est à 2,4 seulement? 2,4%. D'accord. Avec certains pays comme Lituanie, Lettonie qui sont bien en dessous, mais du coup, c'est quand même des pays qui étaient en très très forte croissance avant avec plus 20%. Donc là, ils commencent un peu à se stabiliser.
On a encore des pays comme la Roumanie, la Belgique et la Croatie qui ont des taux d'inflation annuels assez élevés, mais dans l'ensemble, c'est un peu mieux. Si on regarde plus particulièrement un zoom sur la France, pour regarder les postes qui contribuent à l'augmentation de l'inflation, on voit effectivement que c'est l'énergie qui, même si elle fluctue, continue d'augmenter. Donc là, c'est la base 100, c'était 2017, et on voit qu'on est arrivé à 160. Donc entre, par exemple, 2020 et 2022, on a augmenté de 40%, et à mi-2024, on devrait encore augmenter de 10% les prix de l'énergie, donc ce qui impacte énormément l'inflation. Les prix de l'alimentation, même s'ils stagnent, ont bien augmenté et restent très élevés. Je vous ai mis ce petit graphique, c'est l'évolution des opportunités d'épargne et d'achat importants. Donc, l'automobile fait partie. Donc, en rouge, vous avez au niveau des consommateurs. Donc, on voit que les achats reprennent un petit peu, mais c'est timide, et surtout, l'épargne reste toujours très élevée. Et tant que les consommateurs épargnent beaucoup, on voit très clairement que les achats importants sont repoussés toujours à un peu plus tard, donc ils attendent un peu, donc ce qui fait partie effectivement du cas de l'automobile, des véhicules neufs. C'est des milliards, ça? C'est pas des milliards, c'est des évolutions. C'est C'est un index, quoi. Ouais, c'est un indice. D'accord. Donc voilà, donc si on regarde les marchés sur les 4 mois 2024, donc au niveau monde, on a passé les 28 millions de véhicules légers immatriculés sur les 4 premiers mois de l'année, donc en hausse de 6,3% par rapport à 2023. Donc sur la carte, vous avez en blanc les variations par rapport à l'année précédente, donc les 4 mois 2023, donc qui est en hausse de plus 6,3% au niveau mondial. Et en noir, vous avez les variations par rapport à 2019, donc moins 3,1%. Donc, tout le monde, toutes les zones sont à peu près en hausse, hormis la Corée du Sud et le Japon qui font un début d'année assez compliqué pour 2024 au niveau de leurs ventes. Moins 11% pour la Corée du Sud et moins 17% pour le Japon, qui est même par rapport à 2019, moins 24%. C'est un qui... On voit que c'est compliqué le marché automobile sur ces deux pays. Et hormis donc, ces deux pays, donc tout le monde est à peu près en hausse. En Europe, on est à passer la barre des 5 millions comme les États-Unis, en hausse de plus 7,5%, mais toujours en repli de près de moins 17% par rapport à l'année de référence, donc avant Covid, 2019. Aux États-Unis, donc on a passé les 5 millions, plus 3% par rapport à l'année dernière, et un peu mieux, donc on se rapproche de l'année 2019. Le Brésil, c'est un peu comme l'Europe, et sinon on a ce paquet au milieu, la Turquie, le Moyen-Orient, l'Inde et la Chine, où là donc ce sont des zones où effectivement elles sont en hausse de plus de 10% en général par rapport aux 4 mois 2023, et surtout par rapport à l'année 2019, ils ont bien dépassé ce marché et se retrouvent donc plus 12% pour la Chine, plus 30% pour l'Inde par rapport à 2019. Donc, et si on regarde sur cette carte-là, donc on a 900 000 véhicules en moins sur les 4 mois 2024 par rapport aux 4 mois 2019. Donc, on voit très clairement que c'est cette zone où les ventes ont augmenté et dépassent 2019, mais ne compensent pas effectivement les pertes de véhicules sur, par exemple, l'Europe, où on est toujours à 1 million de véhicules légers immatriculés en moins par rapport à au Japon, d'ailleurs, donc on voit effectivement le marché qui est bien en baisse, qui est presque à moins 500 000 juste pour un seul pays. Donc, et les États-Unis, sinon, moins 246 000 véhicules en moins par rapport à 2019. Donc, je vous propose qu'on regarde plus dans le détail les différentes régions ou pays au niveau de la... Oui. Je voulais juste revenir là par rapport à la Turquie, ça reste quand même, on en avait déjà évoqué, c'est assez incroyable avec l'inflation qu'il y a là-bas, qu'il y ait autant de ventes.
Comment on Effectivement. s'explique? La Turquie, depuis 2020, effectivement, a un marché qui se développe énormément. Et une production qui se développe aussi. Et la production Oui, aussi. mais vous voyez, en fait, ils sont à un excédent équivalent à l'Inde, c'est pas tout à fait le même pays, quoi. Ils sont que 80 millions en Turquie, hein. Ouais, mais les Turcs, ils se débrouillent très très bien parce que quand on regarde aujourd'hui la politique d'Erdogan, en fait, où on va dire qu'il travaille un peu avec tout le monde, lui, parce que à l'image de ce qu'il fait sur le plan stratégique, il est dans l'OTAN, mais il s'entend super bien avec les Russes. Il travaille avec les Chinois, c'est un peu la fin de la route de la soie. Il travaille également beaucoup avec le Moyen-Orient parce qu'il y a une partie de ses clients, c'est devenu une base industrielle très importante maintenant, la Turquie. Et lui, d'ailleurs, quand on parle avec les Turcs, ils ont une ère qu'ils appellent ça un peu l'ère qui est avec le Turkménistan et tous les pays qui sont un peu d'origine turque, qui parlent plutôt la même langue, qui a un peu la même ethnie, où ils sont 250 millions d'habitants. Et ils ont tissé des liens très serrés. Et c'est une plaque en plus tournante par rapport à tout un tas de marchandises, de routes. Et c'est vrai que la Turquie, alors il a une politique qui est un peu complexe là-dessus, parce que je sais que j'avais écouté les raisons, je me demandais moi aussi pourquoi ils avaient une inflation pareille. En fait, ils ont complètement laissé couler leur monnaie, quoi, en fait. Hein. Et il a peut-être eu aussi une politique. Alors, d'après ce que m'avaient expliqué en fait des acteurs locaux, c'est que en fait, la livre turque, ils l'ont complètement mise de côté. Tous les échanges, ils les font en dollars ou avec une monnaie qui fonctionne. Et en fait, il y a une double économie parallèle. La livre turque en interne qui est intéressante parce qu'en termes de production, ça leur permet d'avoir des coûts, voir ce qui se passe chez Renault. C'est pas pour rien si la Clio, vous avez d'énormes remises depuis des années, parce que la livre turque, elle a perdu 50% de sa valeur, donc à mon avis, ça doit beaucoup aider quand on fabrique en Turquie. Et eux, pour stabiliser en fait leurs échanges et je dirais pour ne pas perdre en pouvoir d'achat, ils stockent ou comment dire, ils travaillent uniquement avec des devises comme le dollar ou l'euro. Et finalement, c'est un pays qui est très intelligent, entre guillemets, dans sa façon d'appréhender les choses, parce qu'il n'est pas trop lié à un système ou à une zone, et il prend le meilleur de ce qu'il peut avec toutes les zones, en quelque sorte. Ouais, Hein c'est quand même. C'est opportuniste. Ouais. Et complètement, Oui. complètement. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, même des Turcs, me disent en fait, on est encore officiellement candidat pour rentrer dans l'UE, mais en fait, on n'a pas du tout envie d'y aller. Pour plein de raisons, parce qu'en fait, ça nous imposerait des normes, des problématiques, alors qu'aujourd'hui, on a une liberté complète et on fait le business même avec tout le monde comme on veut, quoi. Dont la Chine. Bon, la Chine, Ouais. il est très copain avec la Chine, il est très copain avec Poutine aussi. Hein. Non, Quand il y a eu des sanctions, au début, toutes les entreprises chinoises elles se sont alimentées en Turquie, notamment sur l'agroalimentaire. Bon, maintenant, les Russes, ils sont complètement autosuffisants. Comme toujours, les sanctions, en fait, ça se retourne toujours contre celui qui veut les mettre au départ, parce qu'en fait, bon, bref, c'est un autre sujet. Mais la Turquie, ouais, elle est très bien située aujourd'hui. Elle est au carrefour même de tout ce qui est en fait énergétique, puisqu'il y a pas mal de gazoducs qui passent par chez elle. Et puis, ils sont idéalement positionnés, quoi, parce qu'ils travaillent énormément avec l'UE. C'est une base industrielle un peu comme le Maghreb, mais encore beaucoup plus importante de l'UE. Et puis, ils sont très bien positionnés par rapport à ce qui se fait en Chine, en Inde et à tous les pays qu'ils appellent la zone turcophone, quoi, en fait. Ils sont au centre vraiment de tous les échanges. Au centre et en Russie, ils sont très, très, très implantés en Russie. Il y a énormément d'entreprises du bâtiment, il y a énormément de travaux qui sont faits en Russie, en fait, des autoroutes, etc. J'ai vu même en Crimée, c'est fait par des entreprises turques. ouais, ils sont La Crimée, le pont, etc. C'est les Turcs, je crois, qui ont collaboré dessus. Je me demande si ce n'est pas eux qui ont tout fait, en tout cas au niveau de l'ingénierie. Et c'est le cas dans énormément de domaines, en fait. À tel point, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, c'est une parenthèse, hein, mais moi, je m'intéresse, je regarde souvent les industries de défense. Il y a des débats là-dessus, mais ils sont en train de fabriquer leur propre avion de combat, par exemple. Plus ou moins en collaboration, qui serait au niveau de 5e génération. Alors bon, il y a peut-être du retard, etc. N'empêche que ça les positionne quand même, quoi. Hein. On voit que c'est un pays qui, aujourd'hui, technologiquement, il a fait beaucoup de progrès ces 30 ou 40 dernières années. Et comme politiquement, finalement, lui, il fait du business avec tout le monde. Et ils ont une économie qui est florissante. Hein. Et donc un marché automobile qui va et un marché automobile qui va bien. Et puis quand vous achetez des voitures faites, ce qui est le cas d'ailleurs pour la plupart du marché turc, j'ai regardé, c'est quand même beaucoup de voitures faites en Turquie. Ouais. Turquie direct. Ouais, Pour eux, c'est pas cher, quoi. Et là, ils n'ont pas les contre-coups de la monnaie qui s'effondre. Et comme il y a une demande économique, parce qu'il y a une vraie croissance économique en Turquie. Hein. Je ne l'ai pas en tête, mais il doit être à 4, 4,5 dans ces eaux-là, je crois. Hein. Tous les ans, hein, en net, hein, hors inflation.
Donc, c'est un pays qui est effectivement, on l'oublie souvent, mais qui est à nos portes. 80 millions d'habitants, effectivement. Donc, c'est un marché conséquent. Et qui. C'est l'Allemagne, en gros. Exactement. Après, l'inflation, ça reste quand même un risque sur C'est un l'avenir. gros problème, C'est un gros Oui. problème. Hein. Ouais. Quand l'inflation va remonter, effectivement. En fait, ça tant va. qu'ils laissent filer la monnaie, ça va. Mais si à un moment donné, ils sont obligés de resserrer la vis sur la monnaie, ça peut être compliqué de gérer ce niveau d'inflation. Quoi. Ouais. Notamment pour l'export, parce qu'aujourd'hui, ils sont quand même beaucoup exposés à l'export. Même si 80 millions, ce n'est pas non plus un marché hallucinant. Quoi. Ça ne leur suffit pas pour vivre. Ouais. Mais donc le marché à l'export, il est très conditionné à la valeur de la monnaie versus l'inflation. Notamment entre 2023 et 2024, ça fait mal. Là, ce sont des chiffres de marché. De marché, oui. Pas de la production. Non, c'est des marchés. Bon, en tout cas, oui, je comprends vos explications, mais bon, en réalité, moi j'ai dans le son de cloche, hein, je veux dire, le kilo de tomates, il augmente toutes les semaines et les salaires n'augmentent pas. Donc, déjà, rien qu'au niveau d'acheter des tomates, c'est difficile. Donc, acheter des bagnoles, je ne vois pas très bien, mais bon, ok. Non, mais je crois aussi qu'en Turquie, en 2019, il y avait une forte récession. Donc, comme l'écart il est par rapport à 2019, on voit qu'effectivement, on a une forte progression entre 24 et 19, parce qu'en 19, c'était vraiment la crise en Turquie. Ouais. Le marché était en baisse avant. Et le point de départ était bas, du coup. Exactement. Ouais. Peut-être les problèmes, ils sont peut-être devant pour la Turquie. Après, il y a aussi une dimension politique. On va parler de ça parce qu'il y a une vraie fracture. La zone avec Israël et tout ça commence à être un peu tendue. Sans des coûts de transport. Et puis lui aussi, en interne, il y a une opposition quand même assez forte à son régime. Ça, c'est grave. Je vous propose qu'on continue. On regarde du coup le marché automobile en Chine. Donc, un des deux points majeurs qu'on peut remarquer en Chine, donc si on regarde déjà le tableau, l'histogramme de droite, on remarque effectivement que les marques chinoises, les marques de nationalité chinoise représentaient 36% en 2019 sur les 4 premiers mois et qu'aujourd'hui, en 2024, elles représentent 59%. Donc, on voit très clairement que le marché devient un marché de marque nationale. Et ce qui se voit d'ailleurs sur le camembert de gauche, Volkswagen, qui est leader sur le marché depuis le début, vient de céder sa place de numéro 1 à BYD, donc qui a 12% de part de marché et qui est en hausse de plus 23%. Et donc, ensuite, après, donc on a Volkswagen qui reste quand même sur la deuxième marche du podium. Et après, on a quand même encore des Chinois, Geely à plus 42%, Baoyong à plus 60%. Et donc, il faut attendre après la sixième place pour General Motors qui est en baisse, lui, de moins 10%. Il ne représente plus que 5% de part de marché, alors que General Motors quand même représentait une bonne partie sur le marché chinois. Toyota, effectivement, les marques japonaises aussi sont en repli. Elles sont passées de 19% en 2019 à 12%. Donc, on voit sur Toyota qui est en baisse de moins 22%. Il y a Nissan à la rigueur qui reprend, mais Nissan avait beaucoup baissé les années précédentes. Donc là, il reprend un petit peu. Mais on voit très clairement que les marques chinoises se portent très bien. Et à l'inverse, donc les marques étrangères, hormis Volkswagen qui est en hausse là, de plus 4%, les autres sont toujours en baisse. Même Tesla, moins 7,2%. Mais on verra que Tesla, l'année 2024 commence pas trop bien, on va dire, par rapport aux autres marques comme justement BYD ou d'autres marques qui arrivent. Et si on regarde par rapport à 2019, donc effectivement, même si Volkswagen, je vous avais dit, vous voyez qu'il était en hausse, par rapport à 2019, il est en baisse, donc de moins 28%. BYD, donc de toute façon, toutes les marques dans positif par rapport à 2019, ce sont les marques chinoises qui font des très bons résultats. Bien sûr, Tesla, mais en 2019, n'existait pas, donc ils font des bons quand même assez importants. Et on a aussi peut-être BMW et Daimler qui se maintiennent plutôt bien sur le marché chinois par rapport à 2019 et qui arrivent à avoir encore des hausses. Et donc, les marques chinoises, effectivement, sont tirées un peu par
les ventes de véhicules 100% électriques, donc sur le marché, donc plus d'1,6 million de véhicules électriques ont déjà été vendus sur les 4 premiers mois 2024, donc en hausse de plus 10%. On remarque effectivement qu'en plus, le plug-in hybride qui était assez faible encore les années précédentes, je vous rappelle qu'il n'y avait que 227 000 en 2019 sur l'année totale. On est arrivé là juste sur les 4 premiers mois, donc à plus d'1 million, 1,1 million de véhicules plug-in hybride, donc qui tire un peu avec le véhicule électrique. Donc tous les véhicules rechargeables profitent très très bien de l'envolée et des primes que effectivement le gouvernement chinois peut mettre en place pour favoriser un peu ce développement. Et donc le parc de marché du 100% électrique représente près de 22% en Chine. Et le plug-in hybride, 14%. Donc, on obtient donc un marché de véhicules rechargeables à 36, un peu plus de 36%. Oui. Oui, Clotilde, Quel est votre avis là sur... Pardon, Oui. je me permets parce que là, justement, n'apparaît pas Leapmotor qui, a priori, normalement, enfin, d'après ce que dit Stellantis et M. Tavares, est le troisième fabricant chinois de véhicules électriques. Il apparaît pas dans votre synthèse ou... Je crois pas qu'il soit le troisième. Non, je pense pas qu'il soit troisième. Ah bah, non. C'est un petit là-bas. Sur les motos électriques, hein. Enfin, sur les véhicules électriques, pardon. Non, Leapmotor, c'est le groupe Leapmotor, parce que justement, Stellantis a fait un partenariat avec, un tout petit. avec eux, mais je pense pas que. Je regarderai dans le détail, je vous redirai, parce qu'on a la liste. Mais attention, parce que là, on parle des groupes, effectivement, qui ne sont pas forcément que électriques, mais Leapmotor, a priori, enfin, d'après ce qui était dit, ils intervenaient, enfin, ils étaient assez puissants et présents en Chine. Et ce serait intéressant de voir comment ça se positionne sur le marché chinois. Il ne me semble pas que ce soit si élevé que ça. Okay. Ils doivent se D'accord. retrouver dans la partie autre chinois. Qui sont, Et quelle est votre vision là, pour les prochaines années ou décennies sur le point d'atterrissage de part de marché des Chinois? Là, on est à 60. Est-ce que vous pensez que ça va se stabiliser ou ils vont aller jusqu'à 90% comme en Corée ou en Japon? Je pense que effectivement, la part de marché des Chinois devrait augmenter, vu l'évolution de BYD qui fait des résultats très impressionnants. Geely derrière aussi. Donc là, la part de marché ne peut qu'augmenter toujours, au moins pour 2024 et 2025. Après, oui, et je pense que ça va dépendre aussi un petit peu de ce que fait l'Europe avec au niveau politique, au niveau des restrictions peut-être de leurs véhicules. Est-ce qu'après, ils ne vont pas boycotter aussi un peu les marques étrangères? Donc, plus le marché s'électrise, plus ça donne un avantage aux constructeurs locaux chinois, c'est sûr. Et puis il y a la dimension politique, parce que c'est sûr que si on est à 2 doigts de leur déclarer la guerre, ça n'a pas aidé pour leur vendre des voitures. Je pense Made in USA, je pense. Sauf si. Ça, c'est un problème quand même qui est derrière nous. C'était le cas à un moment que les Japonais, parce qu'il y a eu des années, quand les relations. Il y a beaucoup de véhicules vendus, de marques étrangères. Nissan, il était très fort à un moment. Et quand il y a eu 2-3 crises. Nissan est un peu considéré comme japonais. Donc, oui, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que tous les constructeurs japonais, quand il y a eu des crises géopolitiques intenses, il y a eu quelques crises entre la Chine et le Japon, suite au fait que les Chinois considèrent certains cailloux, parce que stratégiquement, ils n'ont aucune importance, mais en fait, ça leur donne des eaux territoriales. Et ben, on avait vu que derrière, il y avait une baisse très, très, très forte des ventes de voitures japonaises en Chine. Après, ça remonte un peu, mais ça ne remonte jamais au niveau où c'était avant. Et je pense qu'effectivement. Là, de toute façon, l'évolution des ventes d'électriques augmente tellement en Chine en ce moment que de toute façon, ça profite énormément aux constructeurs chinois, quoi. Donc, pour l'instant, je ne vois pas du tout un renversement de situation. Parce qu'ils vont gagner. En plus, on leur met des bâtons dans les roues, c'est qu'à le dire. Les Américains, ils et puis on voit même avec Tesla, du coup, qui est en baisse là depuis plusieurs mois, quoi. Même avant, en fin 2023, était déjà en baisse, quoi. Bah oui, parce que finalement, pas forcément besoin. Enfin, c'est un autre débat, mais eux, ils n'ont pas forcément besoin de nos voitures, à part pour se différencier dans le premium. Les Américains ferment complètement le marché aux Chinois. Donc nous, je pense qu'on risque de suivre dans la foulée, quoi. Hein.
Alors nous, on a quand même un problème de fond, c'est qu'on n'est toujours pas capable de faire des batteries de A à Z. Hein. On n'a pas les matières. Ça, nous, on On a est les champions matières du monde. premières, on n'a pas les. En termes de stratégie, je pense qu'il va falloir mettre les yeux en face des trous parce qu'on risque d'être dans une situation potentiellement compliquée. Bon. Si on regarde le marché en Inde, donc ça c'est pareil, c'est un marché assez avec des constructeurs nationaux. Donc on a Maruti Suzuki qui représente toujours 42% de part de marché en hausse de 9,4%. Et puis on a Tata et Mahindra qui suivent aussi et qui sont bien en hausse sur un marché qui est en hausse de 8%. Ils sont bien au-dessus. On a quand même le constructeur coréen Hyundai qui à 20% de part de marché, mais qui est assez stable par rapport aux autres, aux constructeurs indiens, eux, qui réalisent de très bonnes performances. Les Japonais aussi, ils sont pas mal. Toyota, Honda. Oui. Toyota, en plus, si on regarde par rapport à 2019, il est en hausse à doubler ses volumes par rapport à 2019, mais le marché automobile indien se développe très bien, donc... À la rigueur, ceux qui vont moins bien, on a Renault qui est en baisse de moins 40%. Et puis Stellantis, de toute façon, sur le marché indien, il ne compte pas énorme. Du coup, si on regarde par exemple aussi du côté des États-Unis, donc le marché est en hausse donc, de 3% par rapport aux 4 mois 2023. Donc, vous avez à gauche les variations par rapport à 2023 et ici sur la droite par rapport à 2019. Donc General Motors reste bien évidemment leader sur le marché américain, mais est en baisse donc de moins 1,7%. Donc Toyota arrive quand même à grignoter des parts de marché par rapport à General Motors et risque de prendre la place de leader sur le marché américain, ce qui serait quand même une première. On a déjà, je vous rappelle, Stellantis qui a perdu, enfin Chrysler, qui a perdu la 4e place au profit du groupe Hyundai qui, même s'il est en baisse de moins 1,5% par rapport à l'année dernière, par rapport à 2019, il reste toujours en hausse de 30%. Donc le groupe va pas prendre pour l'instant la 3e place, mais se place correctement. Toyota se débrouille très très bien, donc plus 18% par rapport à 2023 et même en hausse par rapport à 2019. Et donc à l'inverse, les autres marques japonaises par rapport à 2019 sont en dessous, mais c'est vraiment Stellantis, donc moins 14%, qui n'arrive pas à redémarrer sur le marché américain. Ouais, on peut remarquer effectivement que Tesla, donc même sur son marché domestique, est en baisse de moins 14%. D'ailleurs, Tesla a annoncé qu'il supprimait 14 000 emplois là. Donc c'est assez compliqué. Je pense qu'ils attendent un renouvellement de leur gamme et puis c'est surtout qu'ils sont soumis aux contraintes de la concurrence, même si effectivement au niveau du marché américain pour les véhicules, Biden avec les taxes qu'il met sur les véhicules importés en Chine, BYD risque pas de venir tout de suite. Volkswagen, ils sont où? Volkswagen, ils sont là à 4% de part de marché et en hausse de 4,2%. C'est fou, hein. Et par rapport à 19, ils sont où Volkswagen? Là, moins 2,4%. Ah, ils ne bougent pas, quoi. Ça va vraiment pas. C'est Hyundai qui fait la meilleure performance finalement sur. C'est ça, oui, ouais. Et Toyota est pas trop mal aussi, quoi. Alors Mazda, c'est marginal, mais il progresse aussi bien. Et GM, oui, d'accord. Sur le marché brésilien, je vous l'ai mis, mais je vais passer assez rapidement. Il n'y a pas grand-chose de nouveau, hormis toujours Stellantis, donc qui est toujours avec 31% de part de marché, le leader sur le marché brésilien et grâce à sa marque Fiat. Et d'ailleurs, si on regarde par rapport à 2019, donc il est à plus 33%, donc aucun problème de Stellantis, c'est le marché où... Sur un marché qui est sinistré. Le marché qui est sinistré, qui est en hausse quand même depuis 2023, effectivement, ouais. Mais par rapport au marché européen, ils sont quand même beaucoup mieux. Volkswagen, il fait quand même plus 35 en un an, là.
Oui, mais du coup, ils sont quand même en baisse par rapport à Oui, 2019. Ils ont ouais, peut-être ouais. sorti des Ah, nouveaux ils reviennent. modèles qui conviennent. Voilà. GM. Sinon, c'est Hyundai Alors, qui est pas mal aussi sur Ford. le marché brésilien. 82. Oui, mais Mais Ford, de toute ils façon, désengagent partout. de partout. Ils font Il reste. aux US, mais ils désengagent quasiment partout. Ouais, d'accord. Bon, Et donc, si on fait un focus donc, sur le marché européen, donc, au niveau des ventes, donc, on a atteint donc, presque 4,5 millions de véhicules vendus sur les 4 premiers mois de l'année, donc en véhicules particuliers, donc en hausse de plus 6,5%, mais toujours en repli de moins 18% par rapport à 2019. L'Allemagne, bien sûr, toujours leader du marché, avec presque 1 million de véhicules immatriculés sur les 4 premiers mois, en hausse de 7,8%. C'est à peu près dans l'ensemble pareil pour tous les pays européens, hormis la Suède qui est en repli de moins 2,5% par rapport à l'année dernière. On a aussi donc tous les pays nordiques un peu qui sont en repli par rapport à 2023. Alors pour la Norvège et la Suède, c'est surtout dû au marché du véhicule électrique qui est en repli suite à la suppression des primes. Et donc, si on regarde l'évolution au niveau des mois, on a eu un mois de mars assez compliqué, mais pour l'ensemble du marché, où en Europe, on était à moins 2,8%, mais le marché a su reprendre en avril et devrait à peu près se poursuivre encore au mois de mai. Si on regarde le détail par constructeur, donc Volkswagen toujours très très bien placé, leader, 26% de part de marché, en hausse de 4% seulement, donc en dessous en dessous du marché qui est à plus 6,5%. Mais par rapport à Stellantis, donc qui est une petite hausse de 3%, alors qu'il y a quand même pas mal de disparités sur les marques Stellantis. On a du côté Peugeot où c'est en hausse, et Fiat, où du coup, des baisses assez importantes sur les 4 premiers mois 2024. Et surtout, si on regarde par rapport à 2019, donc on est à moins 40% de ventes donc, de Stellantis. Donc, on voit que l'écart se creuse entre Volkswagen et Stellantis, qui ne représentent plus que 18% de part de marché, alors qu'ils étaient vraiment côte-côte en 2019. Et là, Stellantis, il perd toujours des parts de marché. Hein. Il fait plus de 9 sur un marché qui fait plus 6,5. Oui, oui. Renault aussi, finalement. Hein, Renault aussi, mais il arrive à bien se tenir. Là, c'est Toyota le grand vainqueur. Renault, c'est Comme aux Dacia US. qui. En Chine aussi, Toyota n'était pas mauvais, il me semble, ce que tu nous as dit tout à l'heure. Aux US, ils ont fait plus aussi. Ouais, mais il y a Nissan aussi. Hyundai et Toyota, quand tu regardes par rapport à 2019, c'est plus 1,5% pour Hyundai et plus 30% pour Toyota. Donc Toyota, vraiment. Mais en fait, c'est surtout que c'est les seuls qui sont en hausse par rapport à 2019 avec Nissan. Quoi. Tous les autres gros constructeurs, ils ont perdu énormément. En fait, c'est pas tant qu'ils ont le marché a grossi, c'est que c'est les seuls à s'être maintenus. Et chez Hyundai, ce qui est, j'allais dire ce qui est marrant, je ne sais pas si ce soit marrant, c'est que Kia est en baisse de moins 5% et Hyundai en hausse de plus 5%. Donc, il y a un peu des disparités par. Je pense qu'ils peuvent arbitrer avec leur politique de prix entre l'un et l'autre très facilement. Ben, Kia est plus fort aux US historiquement et Hyundai est plus fort en Europe. Voilà, après, je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est. Oui, c'est peut-être une stratégie qu'ils ont mis. Mais historiquement, c'est comme ça depuis le début. C'est vrai que c'est quand même bas parce que il y a 5 ans, quand ils ont repris toutes les marques, nous, on s'était dit Stellantis, oui, arriverait à accrocher Volkswagen. Eh ben non, pas du tout. Et puis là, ils en sont loin. Et si on regarde du côté des Allemands, BMW, plus 12%, donc bien au-dessus du marché, donc pas trop mal. Par contre, Daimler, moins 2,4%. Ford, on l'a dit, il se désengage, donc il ne représente plus que 3% de part de marché. Et puis, on a Tesla, donc, qui est à moins 7,9% sur les 4 premiers mois 2024 par rapport à 2023. Et SAIC qui arrive, donc SAIC, c'est MG, je vous rappelle, donc qui est à plus 26,5%, donc qui profite de l'envolée du marché. Si on regarde, je vous l'ai mis dans le détail, mais je ne vais pas forcément tous vous commenter, vous
vous regarderez ça tranquillement. Du côté du marché allemand, on a Volkswagen, donc, qui se développe toujours très bien en Allemagne, avec 40% de part de marché, plus 8,6%. Stellantis, 12% de part de marché seulement sur le groupe en Allemagne. Et donc, surtout, vous voyez, Tesla, moins 36% en Allemagne. En France, c'est pareil, moins 8%. Donc, vraiment, les Tesla en ce début d'année, c'est assez compliqué. En fait, on a l'arrivée aussi de MG et BYD sur l'ensemble des pays qui freinent un peu Tesla. En France, donc sur un marché qui est en hausse de 7%, on a Stellantis qui est plus 6%. Renault, plus 3% seulement, Volkswagen, plus 1%. Donc, en fait, c'est les autres marques qui tirent un peu le marché. Toyota, plus 41% en France, quoi. Donc, fonctionne très, très bien. Après, Toyota, avec leur nouvelle gamme, ils Ouais. Et je dois dire que c'est une voiture, bien et si aujourd'hui, tu n'es pas trop décidé à aller tu vers veux l'acheter, on l'a compris. Non, mais si tu n'es pas trop décidé pour aller vers du 100% électrique, en termes d'hybride, ils ont une réputation, ils ont hybride, c'est ça. Ils ont un produit qui est complètement finalisé. Là, est fiable. Qui est fiable à fond. Ouais, D'ailleurs, c'est ce qu'on disait juste avant de commencer. Regardez les voitures utilisées par les taxis. Ouais, c'est tous des gamins. C'est comme aux US. Je vous ai mis également le Royaume-Uni et l'Italie. En Royaume-Uni, donc c'est Volkswagen qui est toujours leader, bien devant Stellantis et qui est 12% seulement de part de marché, mais qui est en hausse, donc de plus 10%. Mais ils avaient quand même bien baissé l'année dernière, donc Stellantis freine un peu. MG fonctionne très très bien au Royaume-Uni, ils sont à plus 10%. Ils représentent maintenant 4% de part de marché, c'est une des plus grosses parts de marché par pays. BMW pas trop mal aussi au Royaume-Uni, plus 26%. Du côté de l'Italie, heureusement, ça nous sauve un peu avec la marque Fiat, donc qui permet à Stellantis de rester toujours leader, mais seulement à plus 2,9%. Donc, SAIC, c'est qui? MG, ah oui, pardon. MG en Italie fonctionne bien. Tesla aussi en baisse, comme au Royaume-Uni. De toute façon, sur l'ensemble des pays européens, Tesla est en baisse. Je vous ai mis l'Espagne également. Donc toujours avec Volkswagen, 23% de part de marché, et qui est stable, et Stellantis qui est en baisse sur le marché espagnol, donc de moins 5,7%. Et si on regarde par rapport à 2019, près de moins 50% pour le groupe Stellantis. Donc toujours, c'est Toyota qui fonctionne très très bien sur le marché espagnol. Et puis les Allemands aussi, plus 41%, plus 11%. Donc il y a juste Tesla, c'est le seul marché positif. Il double quasiment. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de. Non, c'est intéressant. Je vous fais un zoom sur le marché français. Donc déjà, je vous ai mis l'évolution du bonus écologique donc à partir du 14 février 2024. Donc vous avez en vert les primes pour 2023 et l'évolution en bleu pour 2024. Donc quand vous aviez un revenu fiscal supérieur à 15 400 €, vous aviez une prime de 5 000 € qui a baissé de 1 000 € pour 2024 et on est passé à 4 000 €. Pour le revenu fiscal, donc pour les plus faibles revenus, là, la prime n'a pas bougé. Elle reste à 7 000 € pour chacun. Et par contre, pour les entreprises, donc ça ne va pas les entraîner à acheter peut-être du véhicule électrique. On était à 3 000 €. La prime est. Ça, c'est du 100% électrique. 100% électrique. C'est pas d'hybride. Non, électrique. D'accord. Donc la prime a été supprimée pour les véhicules entreprises et pour les véhicules d'occasion qui pouvaient toujours profiter un peu d'une prime de 1 000 €, supprimée également. Et du côté des VUL, pareil, les primes ont baissé. Donc ça n'a pas bougé pour les faibles revenus, enfin faible chiffre d'affaires pour les VUL. Et on est passé de 6 000 à 5 000 € quand tu es supérieur à 15 000 €, le revenu fiscal. Les entreprises, c'est resté. On a resté, même avec une baisse quand même de 1 000 €.
Et pour les véhicules d'occasion, non, c'est un D, je vous modifierai. On a supprimé la prime. Pour rappel, les véhicules commandés avant le 14 février bénéficient encore des primes des bonus de 2023. Et bien sûr, depuis le 14 décembre 2023, vous avez un nouveau critère d'éligibilité qui est le score environnemental qui inclut l'impact CO2, donc tout ce qui est production, logistique et autres. Et donc, c'est pour ça que les véhicules asiatiques, notamment chinois, donc la Dacia Spring, ne bénéficient plus du bonus écologique. Donc, tu n'as plus les 7 000 €. Ah, plus. Donc, ça veut dire que là, les MG, il faut te reporter vers les nouvelles, celles qui vont lancer, la IC3 qui a 23 000, etc. C'est là-dessus. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais elle a 23 000 hors bonus. Ah, ça, je ne sais pas. Je crois. Hein. Oui. Ouais, c'est ça. C'est moins de 25 000. Donc voilà, donc effectivement, ça change un peu le paysage, parce que le paysage un peu des véhicules électriques, on le verra tout à l'heure, où la Dacia Spring était pas trop mal, et là, c'est un peu plus compliqué. Pour les MG, en fait, MG, pour l'instant, ils jouent un peu sur les prix, où c'est eux qui baissent le prix de leur voiture pour pouvoir compenser effectivement la prime le bonus qui n'existe plus. Si on regarde le marché français cette année, donc vous avez en jaune la courbe de l'évolution du marché pour 2024 par rapport à 2023, c'est celle qui est verte et la plus haute, c'est celle de 2019. Donc le marché français est en hausse de plus 7% par rapport aux 4 mois 2023, mais donc toujours en repli de 20,2% par rapport à 2019. Donc ça reste plutôt pas mal pour l'instant, même si on est à un niveau assez bas, à voir si ça va se poursuivre effectivement sur le restant de l'année. Quand on regarde le baromètre des commandes du CCFA, donc, qui est en hausse toujours de 13,9%, mais qui a été impacté, donc c'est pareil, c'est la courbe jaune pour les commandes de 2024. Donc, on voit très clairement que les commandes sont en hausse par rapport à 2023. Mais enfin, en 2023, on était quand même sur un niveau de commande très bas par rapport aux années précédentes. Vous voyez que la courbe verte est bien en dessous des autres courbes. Et c'est surtout que là, on a l'impact, donc effectivement, 42% en mois de janvier. Donc, ça, c'est le leasing social. Donc, qui a impacté les commandes. Effectivement, il y a eu 50 000 commandes. On les retrouve de leasing social, on les retrouve ici. Une fois que le leasing social a été supprimé, on a baissé. Donc, effectivement, jusqu'au 14 février, vous aviez toujours cette histoire de bonus. Je ne sais pas si vous avez suivi. Donc, les commandes étaient toujours pour la moitié du mois de février plutôt bien. Mais là, depuis mars, avril, on est sur un niveau très bas, comme pour 2023. Donc, pour le marché, ça s'annonce pas forcément très bien. Je crois que Pierre-Louis ne s'est pas connecté. Il va nous rejoindre tout à l'heure s'il avait 2-3 mots à nous dire. Mais je crois qu'il n'est pas connecté. Donc voilà, à suivre donc, pour l'avenir du marché automobile. Si on regarde donc les ventes par canal, donc sur un marché qui a plus 7%, donc on voit que sur les premiers mois de l'année 2024, donc c'est les loueurs qui reprennent un peu de part de marché. On est passé de 10 du coup à 14%. Donc, on est à plus 28% de ventes sur le canal des loueurs, mais enfin bon, on reste toujours en repli de moins 53% par rapport à 2019. Donc, on part de loin, on va dire. Mais bon, les ventes se font. On a les particuliers qui sont en hausse de 5%, mais toujours en baisse de 2019. Et effectivement, les entreprises, eux, qui se maintiennent, même si elles sont à plus 1%, on voit qu'elles ont quand même une part de marché, des volumes assez importants. Ah oui, les particuliers, c'est moins 19. Et les ventes garage, c'est moins 37 aussi. Ouais. Oui, moins 37%. Donc, sur un marché en hausse de plus 5% par rapport à 2020, moins 37%. Donc, c'est là, en fait, que donc les véhicules d'occasion. C'est des particuliers qui patatent depuis 5 ans. Oui. C'est eux. Oui, c'est ça. Qui nous causent la perte, qu'on n'arrive pas à repartir. On n'arrive pas à repartir. Et du coup, c'est pour ça que sur le véhicule d'occasion, on a du mal toujours à avoir des véhicules récents. Si on regarde l'évolution par canal, mais au niveau des marques, donc c'est sur les ventes aux particuliers, c'est Renault qui est en tête, donc avec 42 000 véhicules immatriculés, en hausse de 6%, et ça représente 47% de part de marché sur le particulier. Au niveau des entreprises, donc 29% seulement,
Et on a Dacia, donc sur le marché de Chrysler Renault sur le marché des particuliers. Donc, qui représente près de 80% des Dacia vont sur le marché du particulier, pas du tout sur les entreprises. On a du côté de Stellantis, Peugeot, Citroën, ça représente seulement un tiers le particulier, même si on peut remarquer que le marché du particulier est en hausse de plus 29% pour Peugeot. Ça, c'est lié un peu à la Peugeot 208 électrique, qui fonctionne très bien au niveau des particuliers. Peut-être que le leasing social, je ne sais pas si elle était comprise dedans ou pas. Oui, je crois Elle était pour le leasing social, donc je pense que ça l'a boosté, ça a boosté du coup Peugeot sur le particulier, et à l'inverse, au niveau de l'entreprise, Peugeot est en baisse, en repli de moins 19%, mais ça représente quand même toujours près d'un tiers des ventes. Tesla aussi sur le marché du particulier, 64%, 33% seulement pour les véhicules d'entreprise. Du côté des Allemands, Volkswagen, BMW, Mercedes, pour tous, c'est un tiers seulement du particulier. Et on a 42% pour le véhicule d'entreprise pour BMW, 34% pour le véhicule d'entreprise chez Mercedes. Et au niveau, sinon je voulais vous dire, MG, c'est 64%, donc pareil, qui profite au niveau c'est plutôt les particuliers qui vont chez ce constructeur, les entreprises seulement 12%. Si on passe au marché de l'occasion, donc il est en hausse de 3,7%, mais il reste à 1,814 000 véhicules immatriculés sur les 4 premiers mois de l'année. Donc, on n'a même pas atteint encore le niveau 2022. Donc, vu qu'on avait un marché assez faible en 2023, donc, il est en hausse, mais on n'a pas encore retrouvé les marchés des années précédentes ou même en 2015, on était toujours sur un marché qui se portait très bien. Donc là, on peut le voir, donc toujours en jaune pour l'année 2024. Donc, un marché en hausse, mais il faut dire que 2023, pour le marché de l'occasion, au début, était assez faible. Donc, on voit quand même qu'il est bien en dessous des années précédentes. Et donc, ce qui est lié, même si effectivement, on a repris un peu au niveau des âges, des véhicules récents sont quand même en hausse, alors qu'ils nous avaient habitués à des baisses à chaque fois. Mais là, en 2023, c'était tellement en baisse, les véhicules de moins de 2 ans, que là, on repart à la hausse. Mais si on regarde par rapport à 2019, on reste toujours bien en repli, quoi. Les véhicules de moins de 1 an représentent que 6% de part de marché, en baisse de 36%. Les véhicules de 1 à 2 ans, moins 30%, 5% de part de marché. Et c'est à l'inverse, donc les 15 ans et plus, donc qui représentent 28% de part de marché, sont en hausse de 45%. On a les véhicules quand même de 10 à 15 ans, c'est les seuls où on a une baisse du coup de 4,4%. Enfin, nous, on a toujours plus de 50% du marché du VO qui concernent les véhicules de plus de 10 ans, quoi. Donc, des véhicules. Alors, 10 à 15 ans, ça correspond à des véhicules qui entre 2010 et 2015, où c'était le marché qui était un peu en baisse. On avait un marché pas terrible. Il y a un effet d'offre, quoi, qui n'est plus là. Ah oui, d'accord. Donc, les gens vont plus sur le marché du 15 ans à 15 ans. Et là, forcément, vu que le marché il a repris des couleurs depuis 1 an ou 2, on a un peu mieux il y a un peu de véhicules d'occasion qui ont moins de 2 ans. Oui. C'est pas encore formidable. Hein. C'est ça, voilà. On reste quand même en moins de 30% par rapport à 2019. Quoi. Donc, ça marchait bien rempli. Ah oui. Je vous mets toujours l'évolution du prix des véhicules neufs et occasion. Mauvaise nouvelle pour le véhicule neuf, il était stagne, il baissait un petit peu, mais là, il a repris un peu, il repart un peu à la hausse, donc on a du mal à avoir des véhicules dont le prix baisse. Par contre, le marché de l'occasion, on a perdu 1% sur 1 an. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. On est loin quand même des niveaux, effectivement, de 2019.
Je vous ai mis l'évolution du leasing. Donc, on a fait un bond en 2024, mais là, c'est le leasing social qui impacte effectivement encore les ventes au niveau des ménages. Donc, on est passé de 54% de véhicules vendus en leasing à 61% sur les 4 premiers mois 2024. Donc, bien sûr, le leasing social compte, mais bon, de toute façon, c'est un marché qui évoluait largement à la hausse. Au niveau des sociétés, on a un taux beaucoup plus important, on est à 86%, qui est toujours en hausse également. Et puis, on a du coup les véhicules d'occasion, donc qui sont de plus en plus vendus en leasing. Donc, bien sûr, c'est sur les véhicules plus récents, puisque les VO de moins de 1 an représentent 32% en leasing. Et effectivement, plus les véhicules d'occasion sont vieux, moins on prend de leasing. Mais on a encore, et donc au global, les véhicules d'occasion, donc effectivement, les 15 ans et plus ne les sont pas vendus en leasing, en général. Il plutôt des petits modèles, pas trop chers. Ils vendent 4 fois la voiture. C'est ça. Ah oui, oui, oui. Ouais. Peut-être pas 4 fois. Peut-être pas 4 fois, disons 3 fois. Une fois en véhicule neuf et puis après 2 fois en véhicule d'occasion. Ce qui est déjà pas mal. C'est ce qui est déjà pas mal. Si tu fais de la marge à chaque fois. Effectivement. On regarde le véhicule électrifié. Je vais essayer d'accélérer. Non, ça va, Franck, ça va. Oh non, c'est bon, c'est bon. Oh là là. Là, c'est les ventes au niveau mondial. Donc, c'est sur le premier trimestre 2024 par rapport à 2023. Il n'y a pas trop de variations. Donc là, c'est véhicules électrifiés. Donc, c'est BEV 100% électrique et PHEV plug-in hybride. Donc, sur les deux, c'est BYD qui est en tête avec 584 000 véhicules vendus. Derrière, nous avons Tesla. Donc là, ça, c'est du 100% électrique, à mon avis. Là, c'est... Non. Je crois que le 100% électrique, je te l'ai mis là. C'est Tesla, du coup, qui reste premier en 100% électrique, avec 19% de part de marché, mais en baisse par rapport à 2023, puisqu'en part de marché, Tesla représentait l'année dernière 23,6% et maintenant 19% de part de marché. À l'inverse, BYD en 100% électrique est passé de 14,5% en 2023 à 14,8% de part de marché en 2024. Donc, sans doute que même en 100% électrique, BYD risque de passer devant Tesla. Et là, à droite, vous avez les ventes par modèle de véhicules électrifiés, avec en vert clair les véhicules 100% électriques. Donc, c'est la Tesla, bien sûr, qui reste le modèle le plus vendu et surtout encore plus en électrique. Et en fait, vous avez quand même pas mal de Chinois derrière. Hein. BYD, la Tesla, BYD. Il faut attendre, il faut descendre hein, pour avoir une Volkswagen en 15e position, l'ID4, et après l'ID3 en 18e position. Mais sinon, avant, ça ne va pas, Franck? Ben, moi, je vous montrerai parce que j'ai ressorti du rapport d'activité les données de Volkswagen. En tête, ils ont 8,5, ils ont 800 000 voitures 100% électriques l'année dernière. Fabriquées. L'année dernière? L'année dernière. Oui. Bah là, je suis sur les 4 mois 2024. Bah oui, mais ils n'en ont pas beaucoup là sur les 4 mois 24. Bah Volkswagen, on est là sur les 4 mois 137 000. Bah ouais, mais ça tu multiplies par 3, ça fait 500 000, ça fait pas 800 000 alors qu'ils en avaient 800 000 l'an dernier. Alors je vais vérifier mes trucs. Trimestre. Hein? Par 4, ça fait. C'est un trimestre, 3 mois. Ah, c'est un trimestre? Oui, oui. Mais même par 4, trimestre, ça fait moins que l'an dernier. Alors, c'est peut-être moi qui me suis planté quand j'ai pris les modèles. Je vous montrerai ça tout à l'heure parce que j'ai un doute là-dessus. Même BMW, par exemple. Oui, BMW, parce que. Ouais, ok. Bon, après, moi, j'ai repris les chiffres, je pense qu'ils sont. Non, BYD, ça ne me choque pas. Tesla non plus. Et Volkswagen, j'ai un doute. Bon, écoutez, on en reparle tout à l'heure. Mais... Je vous ai mis, parce que justement, on parlait effectivement des taxes mises à l'importation sur les véhicules. Donc là, vous avez les ventes de véhicules électriques en Europe et aux États-Unis. Donc en Europe à gauche, aux États-Unis à droite, par pays de production. Donc on voit effectivement que en Europe, c'est l'Allemagne où les véhicules électriques viennent. Donc avec plus de 700 000. Je vous rappelle, c'était en 2023, on avait 2 millions de véhicules 100% électriques de vendus en 2023.
Et donc, on avait quand même presque 500 000 véhicules qui viennent de Chine. Donc là, je pense que ça aura un impact assez fort, effectivement, si on met des taxes à l'importation sur les véhicules chinois. Et après, oui, la France, ça ne représente pas beaucoup de véhicules électriques au niveau européen. Et si on compare par rapport aux États-Unis, ben, on voit que eux, ils se fournissent très local au niveau des véhicules électriques. Donc, la plupart, enfin, la majorité vient largement du pays directement. On a un petit peu de Corée du Sud et tout ça. La Chine n'est pas du tout de marché. Et puis, avec les taxes qui ont été mises en place là, ça ne devrait pas augmenter. Voilà, je trouvais ça sympa, donc je voulais vous le partager. Si on regarde du coup les véhicules électrifiés sur les 4 premiers mois 2024 en Europe, donc vous avez en bleu le pourcentage, c'est la part de marché des véhicules 100% électriques. Donc c'est l'Allemagne qui reste en hausse, qui reste le leader des véhicules électriques avec 111 000, mais en repli de moins 10%. Je vous rappelle que l'Allemagne a supprimé ses aides en décembre l'année dernière et que l'impact se voit. Donc on est passé maintenant, la part de marché de l'électrique en Allemagne ne représente plus que 11,8%, alors qu'il était supérieur à la France, qui est à 17,7%. Ce qui a baissé un peu la part au niveau européen, donc on n'est plus qu'à 13,3%, on était un peu plus, mais l'impact effectivement de l'Allemagne a impacté le marché européen, qui est en hausse quand même de 6%, grâce donc au Royaume-Uni, plus 8%, la France, plus 27%, donc en grosse hausse. Donc la Suède, comme l'Allemagne, suppression des primes, des bonus, moins 15%. L'Italie, moins 18%. L'Italie, ils ne veulent pas se mettre à l'électrique. Alors, c'est vrai qu'ils ont des bornes de recharge qui ne sont pas forcément bien équipées du tout. Donc, on voit que l'Italie, la part de marché du véhicule 100% électrique, c'est de 2,8% seulement, quoi. L'Espagne, c'est pareil, 4,5% seulement. Le Portugal, c'est pas trop mal, 16%, comme le Royaume-Uni, 15,7%, donc au-dessus par rapport à la moyenne européenne. On a sinon tous les pays de l'Est où là, la part de marché est assez faible. On est sur des parts de marché de 6%, mais en fait, ils n'ont pas du tout de réseau, ils n'ont pas de borne de recharge. Alors, je crois avoir vu que si on prend les 3 pays, Allemagne, France, Pays-Bas, ça représente plus de 60, je crois que les 2 tiers des bornes européennes sur 3 pays. Effectivement, le tiers qui reste, c'est pour l'ensemble des autres pays européens. Donc, tant qu'en fait, il n'y a pas les bornes, c'est pas équipé, c'est difficile de développer le marché du véhicule électrique. Par contre, le véhicule, le PHEV, le plug-in hybride, fonctionne plutôt pas mal. En Allemagne, il reprend des couleurs, plus 21%. Il sauve un peu le marché du véhicule électrifié. Au Royaume-Uni, plus 30%. Donc, c'est des marchés aussi assez bons. L'Italie, vraiment, et tous les véhicules électrifiés, moins 18 pour le 100% électrique, moins 24 pour le PHEV. Ils ne veulent pas. Si on fait un zoom sur la France, donc sur les 4 premiers mois, donc comme je vous ai dit, au niveau des particuliers, on est à plus 27. Le véhicule électrique utilitaire se développe un peu. Sur le VUL, on est à plus 8%, mais bon, on est sur même pas 10 000 ventes sur les 4 premiers mois, donc ça y va doucement. Et le plug-in hybride, donc près de 50 000 pour le véhicule particulier. Et par contre, le VUL en plug-in hybride, pas du tout. Et donc, ce qui nous fait un marché du véhicule rechargeable à 25,9%. Donc, c'est plutôt assez bon. On a aussi l'hybride non rechargeable qui représente 29% de part de marché. Ça, c'est Toyota. On voit qu'il cartonne et ça se voit au niveau des moteurs. Donc plus 37%. À l'inverse, le diesel, moins 26%, continue de plonger, représente plus que 8% de part de marché. Et l'essence, moins 9%. Autre, vous avez tout ce qui est hydrogène, mais ça ne se développe pas énormément.
Là, je vous ai mis l'évolution des infrastructures de recharge. Ça a progressé légèrement en 2024. On a gagné un petit peu de bornes de recharge. Mais si on regarde, c'est vraiment toujours des bornes de recharge avec des faibles kilowattheures, quoi. Il faut être patient pour recharger sa voiture. Surtout quand tu as 90. Comme toutes les batteries là, qui ont 80, 90 kW. Oui, ouais. C'est ça. Ça fait 3 jours. C'est ça. Pas le temps de Sur faire tes les- courses. Tranquille. C'est surtout quand tu pars en vacances, c'est plus Oui. compliqué. Ah bah oui, là tu prends de la charge rapide. Ça va mieux. Voilà. Je vous ai remis ce petit tableau que j'aime bien. Donc, pour le comprendre, sur les 2 premières colonnes de gauche, vous avez les ventes de véhicules électriques par marque, donc sur les 4 mois 2024 avec l'évolution. Sur les colonnes du milieu, vous avez le marché global de la marque. Et sur les 2 colonnes de droite, vous avez la part de marché du véhicule électrique sur les ventes totales de la marque, donc pour 2023 et 2024. Donc, on revoit effectivement que Peugeot, plus 87% de véhicules électriques. Merci la Peugeot, toujours 208. Donc, qui lui permet effectivement de passer en part de marché de 12% à 23% sur les 4 mois 2024. On a donc Tesla qui est en baisse de moins 8%. Renault, pas trop mal, parce que c'est vrai que la Mégane et la Twingo fonctionnent bien. Donc, plus 31%, ce qui lui permet de gagner 3 parts de marché au niveau de ces véhicules électriques. On a la Fiat 500 qui permet aussi à Fiat de progresser. Ah oui, Dacia, il est parti très très loin, Dacia, moins 73%, la Dacia Spring, donc effectivement la fin du Merci, bonus, Patrick, pour, voilà, le score environnemental permet à Dacia de passer de 20% de part de marché en véhicule électrique à 6% seulement, donc bien en baisse. Du côté des Chinois, on a MG, même si effectivement ces volumes se maintiennent à peu près, il continue, il représente 90% des véhicules sont quand même des véhicules 100% électriques. BMW, très bon score de BMW, j'ai oublié d'en parler, qui est passé du coup à 7% de véhicules électriques à 25% pour sa marque. De qui je voulais vous parler. Normalement, j'ai BYD qui est arrivé, qui est là, avec un peu plus de 1000 véhicules vendus sur les 4 premiers mois. Donc, à voir dans les mois qui viennent, mais je pense que ça devrait se poursuivre. Un point, pardon, général Hutchinson. Il faut aussi noter Volvo qui, au niveau européen, au niveau français, avec le XC30, qui fait un gros carton depuis le début de cette année. Effectivement, oui. Et puis, de toute façon, Volvo a prévu électrifier l'ensemble de sa gamme. Donc, on arrive à 56% de véhicules électriques sur la marque et ça devrait se poursuivre encore dans les mois qui viennent. Voilà, j'ai fini. Juste, effectivement, les 5 premiers véhicules électriques. Donc, c'est la Peugeot 208 qui est en tête, suivi de la Fiat 500. La Tesla est en baisse, elle, de moins 26%. Il manque un A. Renault Mégane, elle est sur la quatrième place et la Twingo aussi juste derrière. À savoir que les 5 premiers modèles de véhicules 100% électriques représentent 40% des ventes de véhicules électriques. Alors, donc c'est toujours un peu en baisse. Donc, il y a les autres marques qui grignotent toujours un petit peu, enfin les autres modèles qui grignotent un peu de part de marché sur les 5 premiers modèles. Du côté des PHEV, donc c'est la Peugeot 308 suivie du Mercedes GLC. Je vous avais mis la répartition des acheteurs, donc les particuliers quand même qui achètent. Donc là, ça a bien augmenté, mais c'est lié toujours au leasing social qui a pris un peu qui permet aux particuliers de bénéficier et de pouvoir avoir des véhicules électriques. Il est terminé maintenant. Oui, ça s'est fini assez rapidement parce que tous les dossiers sont arrivés à bout. Donc, ils doivent en remettre en place en fin d'année un petit quota. Et puis après, c'est 2025. Mais je cru comprendre qu'il y avait des problèmes parce que pour l'instant, c'est les constructeurs qui ont avancé l'achat et que du coup, derrière, il faut que ce soit l'État qui rembourse. L'état des finances publiques, c'est étonnant. Donc, ils n'ont peut-être pas trop envie de remettre le leasing social tout de suite. Tu vois.
Bah, surtout qu'en fait, c'est du leasing qui, on l'a vu on en avait d'ailleurs parlé lorsqu'on a fait notre faisant de point. On voit que c'est une machine à importer de la voiture, quoi. Et que le déficit commercial français, jusqu'à présent, en tous les cas, il est accru par les véhicules 100% électriques. On n'est vraiment pas bien placé. Moi, je te laisse la place. Ouais. Je te laisse. J'en ai pour très peu de temps. Je t'ai laissé 25 minutes. Non, j'en ai pour 10 minutes. Juste pour vous donner un petit élément, à mon avis, qui n'est pas inintéressant à avoir, parce que dans l'océan de données, de problématiques qu'on a, des fois, on ne sait plus trop où on en est. Et je voulais juste vous rappeler quand même quelque chose qui est un peu sorti du spectre, mais pour les raisons qu'on va voir très rapidement, qui est l'objectif, vous savez, en normes WLTP, qui sont assignées par la Commission pour l'ensemble des constructeurs européens. Des vendeurs même de voitures en Europe. Vous avez en bleu la consommation réelle recalculée à la norme WLTP, son évolution depuis 2000. Globalement, vous voyez, en Europe, ça sont donc source Commission européenne. Hein. Donc voilà. On était à 208 grammes en moyenne sur les ventes annuelles, et puis tout doucement, on est descendu. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'accélération. Il y a eu une première inflexion 2008-2009. Et puis, vous voyez que là, il y a une deuxième inflexion très forte depuis 2019, avec l'arrivée, on va le voir, de tous les modèles que vous connaissez. Et donc, globalement, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est à 108 grammes. Donc, on a gagné 100 grammes, ce qui veut dire qu'en globalement, on a divisé par 2 les consommations. Alors, c'est un petit peu théorique. Non, ça dépend des véhicules achetés aussi au départ. C'est ça. Ouais. C'est uniquement calculé sur les véhicules achetés. C'est un petit peu théorique, et d'ailleurs, je pense que on va vite le voir rapidement, là, les choses changent au niveau on l'a déjà vu au niveau des aides notamment. C'est lié à la consommation théorique, donc avec le cycle WLTP. Alors, on sait que dans la réalité, même avec les véhicules thermiques, souvent, il y a des tests qui sont faits, on consomme un peu plus, mais surtout, il y a un gros écart avec les plug-in hybrides, parce que ça fonctionne si à chaque fois que votre batterie est à sec, vous la rechargez. Ce qui n'est pas le cas, notamment quand c'est acheté par des entreprises. Et on a vu, Clotilde vient de le montrer, que 80%, 85% du plug-in hybride, c'est de l'entreprise. Le particulier qui achète un plug-in hybride, lui, recharge, parce que ça rentre dans son calcul, il fait ses 50, 60 bornes. L'entreprise, c'est beaucoup moins vrai. Hein? Donc, la consommation réelle est certainement au-dessus de ces éléments. Mais c'est quand même très intéressant de voir qu'on a quasiment divisé par 2. Donc, c'est un point qu'il faut avoir en tête. Et puis en rouge, vous avez les fameux objectifs WLTP dont on parle en permanence. Et je vous les ai redonnés parce qu'on voit que la Commission avait établi alors c'était 95 grammes NEDC, 95 grammes NEDC, ça fait 115 WLTP. 115,1 données de la Commission. Donc en gros, on avait ces fameux 95 grammes, 115 grammes donc de nouveaux protocoles entre 2020 et 2024. Et vous voyez que donc c'est là-dessus qu'il devait y avoir des amendes. Et vous voyez que si en 2020, on était encore légèrement au-dessus, enfin, quand même relativement, depuis 2021, on a les données 21 et 22, on n'a pas encore les données 23, mais forcément, les données 23 vont être bonnes. On va le voir pourquoi, et 24 encore meilleures. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous n'entendez plus tellement parler de cette problématique parce que tout simplement, elle est évacuée. À part 2020, donc la première année, où d'ailleurs, je me souviens qu'on avait fait un club auto et on avait dit, si rien ne change, les constructeurs européens risquent 20 ou 25 milliards. Bah, ils ont bien compris la leçon. Il y a des gens qui ont dû pas mal mouliner du côté de l'Excel chez les constructeurs. Et effectivement, ils n'ont pas payé les 25 milliards d'amendes qui se profilaient à l'horizon 24. Personne n'a payé l'amende. Alors, c'est un peu, je ne vais pas dire que c'est secret, mais parce que la commission là-dessus, elle n'a absolument pas communiqué. Je n'ai trouvé aucun article qui précise si certains ont payé des amendes. Il y a quand même des vases communicants. Il y a Tesla qui a vendu des. Alors, vous allez voir, exactement. Il y a des. Enfin, donc, tout ça pour vous dire que jusqu'en 24, même si on a les données que 22, il n'y aura aucune amende, aucun problème à l'horizon. En revanche, en 25, donc l'année prochaine, c'est dans pas longtemps, là, l'objectif, il va être de 93,6 en moyenne pour tout le monde. Et en 2030 jusqu'en 2035, de 49,5. Donc, l'étape qui arrive là, elle est quand même intéressante parce que c'est une baisse. Alors, ils disent moins 15, mais moi, ça fait plus que moins 15 là, %. Et puis, surtout, il y a une grosse marche en 2030. On a un peu le temps de voir arriver. Hein.
Et 93,6, il devrait y 25. arriver. Ouais. Ouais. Ah oui, en 25, c'est voté. Tout Oui, ça, mais c'est voté. est-ce que les constructeurs vont… Ah, je pense. Ouais. Parce que, pourquoi? Parce que, regardez, ça, c'est la photo en 2022. Donc, en fait, ils ont fait des poules. Parce que vous avez le droit de vous mettez avec qui vous voulez et vous établissez une péréquation, en quelque sorte. Alors, si on prend, par exemple… Exactement. Là aussi, les financiers ont dû se passer quelques coups de fil. Parce que si vous prenez donc les objectifs de la commission, pour 2022, c'est en violet, le réel est en jaune et l'écart par rapport à l'objectif est en vert. Vous voyez qu'il y a un premier pool, je ne savais même pas d'ailleurs, parce que je sais qu'à un moment, Tesla, il était avec FCA. Hein. Donc, ils ont complètement changé la donne. Ils sont avec maintenant Honda et JLR. Bizarre. En tous les cas, ils avaient un objectif de 136, carrément 137 grammes, et ils sont sortis à 49, 50. Eux, ils ont 87 grammes d'avance. Si on regarde BMW, alors là, moi je trouve que c'est plus intéressant, le plus impressionnant. Ils avaient un objectif de 127, ils sont à 105, ils ont 22 grammes d'avance déjà dès 2022 par rapport à l'objectif. Vous voyez que Stellantis, c'est moins vrai, mais ils ont 15 grammes d'avance. Après, ça descend. Mercedes 15, Kia 12, Hyundai 11, Ford 9, Renault, Nissan, Mitsubishi, j'étais étonné, mais ils n'ont que 5,5 par rapport à leur objectif. Et puis, on a également, alors là, on a un pool qui récupère tous les Japonais qui étaient en grosse difficulté, notamment Mazda, qui, malgré son moteur G, là, qui consomme, c'est un essence qui consomme comme un diesel, etc., ils étaient très mal positionnés. Et c'est Toyota qui les a tous ramassés, parce que je pense que Toyota, il serait nettement mieux. Hein, il serait facilement à moins 15 comme les autres. Mais avec eux, il n'est qu'à moins 4,3, mais il n'y a pas d'amende. Et le dernier, c'est Volkswagen. J'étais étonné aussi. Il n'a que 3 grammes d'avance par rapport à son plan de marche. Mais en 2022. Donc, avec tous les éléments qu'on vous a donnés, où on voit la croissance importante des ventes, et d'ailleurs, j'y viens tout de suite, ces éléments-là nous permettent de dire qu'en 2023 et 2024, vu que l'objectif il est flat, il reste le même, hein, c'est en 25 que ça tombe, il n'y aura pas de problème, puisqu'en 24, au niveau européen, on a vendu. Alors ça, c'était quoi? Oui, pardon. C'était la part des électrifiés. Alors dans les électrifiés, j'ai mis les BEV, les PHEV et les HEV. Donc ça fait 1 950 000 électrifiés, plus qu'en 23, plus qu'en 22, en 23. Ça, c'est sur les 4 premiers mois de l'année. Hein, j'ai pris l'évolution uniquement des 4 premiers mois, évidemment, pour me comparer. Et vous voyez qu'en 24, on est donc un marché qui est en croissance. On est à 4,4 millions. Donc, on a 200 000 voitures de plus électrifiées. On a, vous voyez, 50 000 BEV en plus, 30 000 PHEV en plus et 300 000 HEV en plus sur les 4 premiers mois de l'année. Et je n'ai pas mis 22, mais 23, elle était en progression par rapport à 22. Donc, si ça passe en 22, comme je viens de vous le montrer, vu que l'objectif est le même et vu que la part des électrifiés passe de 46 à 50, et que même les autres, les véhicules thermiques, consomment moins malgré tout, parce qu'ils font des efforts, ces véhicules. Donc, on va être dans les clous. Les groupes, là, il n'y a pas d'amende qui se profile à l'horizon. Voilà, ça, c'est un point qui est déjà évacué. Alors, dernier élément que je voulais vous montrer, parce que je voulais regarder la différence entre Volkswagen et Renault, parce que Renault était parti le premier. Le Volkswagen a fait un gros effort sur l'électrique, et je voulais voir où ils en étaient aujourd'hui. Alors ça, c'est tiré des rapports d'activité. Si vous prenez Volkswagen en 2023 et 2022, donc vous avez le groupe Volkswagen, il a vendu 8,3 millions de voitures VP en 22, 8,9 en 23. C'est du VP et c'est également du VUL, c'est du VL. Vous avez la répartition. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Volkswagen ne progresse pas. En revanche, Skoda, c'est niveau monde, hein, il fait plus 16. Supra, Seat, ça marche, le côté Supra, on se posait la question. Ouais. Ça marchait pas, Seat, et Supra, ça marche. Donc vous savez qu'ils vont supprimer la marque Seat d'ici peu de temps. Plus 27. C'est Cupra. Ah oui, pardon, Cupra. La Supra, c'est un modèle Toyota. Il a dû se passer un vieux rêve, sans doute. Ouais. Pardon, Cupra, plus 27. Bon, ce n'est pas des volumes énormes parce que ça se vend principalement en Europe, mais si on regarde par rapport à l'élément de base, donc l'Europe comme marché, c'est considérable. Le Volkswagen VUL, plus 13, l'Audi, plus 14, et Porsche est resté au niveau monde, au même niveau des ventes.
Si on met en dessous la part de marché du 100% électrique sur toutes ces marques, vous avez un groupe Volkswagen qui est à 8,8 contre 7,6 l'an dernier. Skoda, c'est le premier, il est à 9,8 contre 7,5. Cupra, Seat, ils sont à 8,6. Volkswagen VUL, l'ID Buzz, il est dans le VUL chez Volkswagen. Ils sont à 8,9. Audi à 10,1. Porsche à 11,7. C'est la Taycan. Donc au total, on est un groupe qui a 9,3% de véhicules 100% électriques. Donc ça fait quelque chose comme 800 et quelques mille voitures. C'est pour ça que je m'étonnais. On regardera les éléments de ceux de tout à l'heure. Là. Je vais avoir. Il faudra qu'on regarde. Bon, bref. Et quand on regarde Renault, alors c'est rapport d'activité. Là, ce sont des milliers. Il faut rajouter 3 zéros. Donc Renault rappelle les ventes mondes. On est passé de 80 millions de voitures à 89. En VL, toujours. Le groupe Renault, il a gagné 184 000 ventes en passant de 2,50 millions à 2 235 000. La marque Renault fait également plus 9%, plus 130 000 voitures. RKM, c'est le Samsung, donc c'est rien du tout, c'est 22 000 voitures, ça baisse même. Dacia augmente de plus 14, Alpine, bon, ils font 1000 voitures en plus, le reste est complètement marginal. Mais surtout, alors, chez Volkswagen, il y a 15 modèles 100% électriques. Chez Renault, quand vous enlevez la version VUL qui est exactement la même, il n'y en a en fait que 6. Et Renault, ils ont 159 000 ventes de véhicules électriques. Alors que Volkswagen, il en a 800 000. Vous voyez? Alors qu'ils sont partis avant. Il y a la Zoé, qui ne se vend plus, la Zoé. Donc, si vous faites le ratio, je vais oublier de le faire là, si vous divisez 159 par 2,2 millions, ça fait quoi? Ça doit faire 6,5%, un truc comme ça, dans ces eaux-là. Mais en volume, on voit qu'il y a un effet masse qui est vraiment... En fait, j'ai oublié de vous mettre le volume de Volkswagen et de mettre le ratio chez Renault. Donc, avant de vous envoyer la slide, je vous le rajouterai. Hein, quand on a la vision française, on a la vision Renault du pionnier de l'électrique. Volkswagen, il est parti plus tard, mais quand on regarde effectivement, alors là-dedans, il y a un tiers des ventes de Volkswagen qui sont en Chine, ce qui n'est pas le cas de Renault. Renault est complètement absent de la Chine. Et un peu aux États-Unis. Renault absent complètement des États-Unis. Donc c'est sûr que sur le marché européen, on doit avoir 40% des électriques de Volkswagen, donc 400 000, et à comparer aux 150 000. Mais même sur le strict marché européen, il y a un écart de 1 à 3 quasiment. C'est l'État aujourd'hui. C'est l'État en 2023. Aujourd'hui, sachant que plusieurs véhicules électriques. Tout à fait, qui arrivent, absolument. Sur la... Après, Volkswagen Renault aussi. 5. Enfin, ils ont mis des deux, ils ont aussi des voitures dans le pipe. Et ben pour une fois, nous ne sommes pas en retard. C'est ça. On s'améliore constamment. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques? Des sujets que vous souhaiterez qu'on mette en avant lors de prochains observatoires ou autres? S'il y a une idée qui vous vient, vous nous faites un mail, hein. Il n'y a pas de problème. Ok. Non, Eh ben, écoutez, Eh ben, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée ensoleillée. Je ne sais pas où vous êtes, mais Merci. si on a parmi vous qui sont en Corse, je pense à Hawaï. Hawaï. et puis, Merci. et le prochain observatoire donc, qui aura lieu en juillet, sera dans Paris. Alors, Eh ben non, du coup, parce que je crois que Charles m'a dit hier que le CCFA serait complètement fermé la dernière semaine. oui, mais nous, on le fait jamais la dernière semaine, on le fait toujours un peu avant. On va le faire avant les JO de toute façon. Ben, on le fait la dernière semaine, normalement. Oui, mais non, en juillet, on le décale. Ah, d'accord, oui, bah, donc on le fera une Sinon, semaine tout le monde avant. est en congé. D'accord. Ouais, il faut vraiment le faire une semaine avant. Hein. Oui. Ah, ça y est, Pierre-Louis. Sinon, on le fait chez toi. T'as un appart, toi, non? T'as un grand... T'es arrivé, Pierre-Louis, je voulais avoir, est-ce que tu avais des petites prévisions sur le marché français pour 2024? Est-ce que, du coup, tu le vois comment? Bon, non, mais on n'a pas trop. Enfin, je dirais que par rapport à ce qu'on a dit avant, l'année a commencé d'une espèce de croissance très, très, très légère qui bénéficie du bonus du leasing social, là. Et
Et de toute façon, avec d'un côté, les consommateurs qui sont pas trop optimistes, hein, la confiance des ménages n'est pas terrible. Les investissements, c'est toujours un peu dur globalement dans les entreprises quand tu vois tout ce qui se passe du côté des poids lourds, du côté des machinismes agricoles, le TP, tout ça, ils ont du mal, enfin, les taux d'intérêt sont là, etc. Et puis les perspectives sont modérées. Il y a encore les histoires de véhicules d'entreprise avec la PP et la dent qui bloquent un peu le système. Donc, je pense que ça va être encore mou pendant. Parce que là, le baromètre de commande, on l'a vu tout à l'heure, effectivement, il n'est pas très bon, quoi. Donc, si tu enlèves 50 si 000. on enlève l'impact des leasing social, oui, au mois de janvier, derrière, ça. T'es presque flat, quoi. T'es vraiment t'es dans une très légère croissance, et puis je pense que ça va se poursuivre. Peut-être, et puis je vois pas les entreprises se débloquer au cours de l'été, etc. Bon, alors ça sera en fin d'année, on va voir s'ils mettent des obligations de verdissement là, avec une espèce de PPE là-dedans, mais c'est pas sûr. Et puis de toute façon, les vrais enjeux, enfin, pour les constructeurs, comme tu le disais, bon, il y a pas de risque en 2024. Il y a pas une pression enfin, phénoménale sur sur le café. Donc, je reste très prudent sur les perspectives 2024. Ça peut être un peu comme en 2023. Un marché à 1,8 million, toujours, quoi. Voilà, et puis pour les VUL et les VI, eux, ils sont en train de solder les portefeuilles de commandes, et puis du côté des commandes, c'est un petit peu plus dur. Voilà. Donc, Très bien. voilà ce que je pouvais dire. Eh ben, je te remercie, Pierre-Louis. On vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, et puis à très bientôt.